Bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la conjecture de Syracuse à l'aide de Python. On va étudier cette conjecture. Alors on va d'abord décrire un petit jeu mathématique qui est très simple. On se donne un entier naturel non nul, par exemple je sais pas 10, et on va construire une suite de nombres. Alors si le nombre que je suis en train de regarder est divisible par 2, je le fais. Sinon, je le multiplie par 3 et je lui ajoute 1. Alors, 10 est divisible par 2, oui, donc je le fais, ça fait 5. J'obtiens un nouveau nombre et je continue à jouer. Est-ce que 5 est divisible par 2? Non. Donc je le multiplie par 3 et j'ajoute 1. Alors 5 fois 3, 15, plus 1, 16. Est-ce que 16 est divisible par 2? Oui, donc je le fais. Est-ce que 8 est divisible par 2? Oui, donc je le fais, 4. Est-ce que 4 est divisible par 2? Oui, je le fais, 2. Est-ce que 2 est divisible par 2? Oui, donc je le fais. Est-ce que 1 est divisible par 2? Non, donc je fais x 3 plus 1 et j'obtiens 4, puis 2, puis 1. Vous avez compris en fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment, on va obtenir la séquence 4 de 1. Alors, la conjecture de Syracuse dit la chose suivante, c'est que quel que soit le nombre de départ, l'entier naturel non nul que l'on se donne au départ, par ce jeu mathématique, on obtiendra la séquence 4 de 1, ou, une autre manière de dire les choses, à un moment, on va obtenir le nombre 1, et puis on arrêtera de jouer, parce que la séquence 4 de 1 va se répéter ensuite indéfiniment. Alors, on va programmer ça pour tester plusieurs nombres de départ et puis avoir une vague idée de est-ce que cette conjecture est délirante ou pas. Est-ce qu'elle affirme quelque chose de délirant ou pas. C'est juste en fait une proposition informatique que je suis en train de vous faire. Donc on va écrire un programme. Il y a un nombre entier naturel à demander à l'utilisateur au départ. Donc n égale integer input entre parenthèses, votre nombre de départ, votre nombre de départ est 2 points. Voilà. J'aimerais en fait aussi conserver mémoire des différents résultats. Dans mon exemple précédent, c'était 10, puis 5, puis 16, puis etc. J'aimerais conserver mémoire de tous ces nombres-là. Alors, pour conserver mémoire, on va créer une liste. Une liste qui sera vide au départ, on va l'appeler grand L, égale entre crochets et fermé crochet, donc liste vide. Ensuite, comme on ne sait pas exactement, donc on espère que la conjecture est vraie, c'est-à-dire qu'à un moment on va tomber sur le nombre 1, et il faudra alors s'arrêter. Comme on ne sait pas au bout de combien de temps on tombera sur le nombre 1, on va mettre en place non pas une boucle for, mais une boucle while. Alors, le nombre petit n, en fait, on va le modifier en cours de route. Donc au départ, petit n, c'est le nombre de départ, et ensuite, petit n, c'est le nouveau nombre que l'on doit regarder. Donc on peut écrire tant que n est différent de 1. Alors, while tant que n est différent de ces points d'exclamation égal. Donc non égal. Point d'exclamation égal. Tant que n est différent du nombre 1, 2 points. Ensuite, il y a une condition de création de la nouvelle valeur de petit n. C'est if si n est divisible par 2. Alors pour savoir si un nombre est divisible par 2, et si je vais dans la fenêtre shell, c'est relativement simple. Il suffit simplement de regarder le reste de la division euclidienne dans grand N par le nombre 2. Donc si on regarde le reste de la division euclidienne par le nombre 2, et que ce reste vaut 0, on pourra en déduire que le nombre il est pair, est divisible par 2, et sinon, si le reste n'est pas égal à 0, on en déduira que le nombre qu'on est en train de regarder n'est pas pair. Alors pour obtenir le reste de la division euclidienne, c'est très très simple. C'est le symbole %. Par exemple, 23% 2 me donnera le reste, je n'ai pas encore appuyé sur Entrée, me donnera le reste de la division euclidienne de 23 par 2, donc normalement le nombre 1. Alors pourquoi est-ce que c'est pas 0 comme résultat, ce reste? Parce que 23, justement, n'est pas divisible par 2. Par contre, si je me donne un nombre qui est divisible par 2, par exemple, je sais pas, 34, comme 34 est divisible par 2, quand je vais demander le reste de la division euclidienne de 34 par 2, donc 34% 2,
j'appuie sur Entrée, et j'obtiens un reste qui vaut 0. Donc l'astuce, en fait, ça va être celle-là. Pour savoir, d'un point de vue informatique, si le nombre petit n est ou pas divisible par 2, eh bien, il suffit simplement de regarder si le reste pour la division euclidienne de ce nombre par 2 est égal à 0 ou pas. If n%2 égale double symbole égal à 0, 2 points, alors en fait, il faut remplacer petit n par n divisé par 2. Donc n égale, alors là en fait, il y a un bug que vous allez faire, il y a une erreur en fait, que vous allez faire assez fréquemment. Vous allez écrire n divisé par 2, mais ça ne marchera pas. Pourquoi en fait? Parce que le symbole de la division ici, c'est division décimale. Alors nous, en fait, on veut rester vraiment, donc division décimale, à un moment, ça donnerait normalement un nombre entier, mais on sait très bien que Python, en fait, il est un petit peu particulier, et que si on veut qu'il reste, en fait, dans le monde des nombres entiers, eh bien, c'est plutôt une division euclidienne que l'on va considérer. Alors, le quotient de la division euclidienne. Alors, pour obtenir, alors là, je vais aller dans le shell. Pour obtenir le quotient de la division euclidienne de 34 par 2, par exemple, c'est 34, double symbole divisé par 2. J'appuie sur Entrée, et j'obtiens 17, qui est vraiment considéré par Python comme étant un entier. Alors, si je fais... j'avais donné un autre exemple au début qui était 23. 23 divisé par 2, donc ce double symbole divise qui va nous donner le quotient de la division euclidienne, donc un nombre entier avec certitude. Ça me donne 11, effectivement. 23, c'est 2 fois 11 plus le reste 1. Donc le quotient, c'est bien le nombre entier 11. Alors si on tapait par contre 34, symbole divisé simple par 2, vous avez un affichage de 17.0 qui nous fait penser qu'il est en train de basculer dans le nombre des décimaux, en fait. Alors c'est vrai que mathématiquement, 17,0 mathématiquement c'est la même chose mathématiquement que le nombre 17, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête de Python. Hein, et nous on veut véritablement que Python continue à travailler avec des nombres entiers. Sinon on va avoir des soucis. Je vous rappelle que Python gère mal les nombres décimaux, sauf à charger une bibliothèque de gestion des nombres décimaux, ce qui permet de contourner en fait les difficultés, en tout cas en partie. Donc, if si le reste de la division euclidienne de n par 2 est égal à 0, alors en fait, je préfère, voilà, appuyer sur Entrée. Alors en fait, petit n doit être divisé par 2, mais en restant dans le monde des nombres entiers avec certitude dans la tête de Python. Donc n égale n, double symbole divisé par 2. Donc on prend le quotient de la division euclidienne de n par 2, et ce nombre-là, qui est 2 fois plus petit que petit n, va remplacer petit n. Sinon, sinon, 2 points, il faut prendre petit n, le multiplier par 3 et ajouter 1, et ce sera la nouvelle valeur de petit n. Donc n égale 3 étoile n plus 1. Alors c'est pas encore terrible, parce que moi j'aimerais bien conserver la mémoire des résultats, donc il va falloir un moment que j'augmente ma liste. Je vais le faire en fait à l'intérieur de la boucle while, mais pas dans la séquence else, donc pas dans le bloc else, dans le bloc principal de ma boucle while, où je vais dire que L, il faut l'augmenter du nombre petit n. Donc L, la liste L.append, entre parenthèses petit n. On va regarder ce que ça donne. J'efface, je lance. Votre nombre de départ est, donc si je me redonne l'exemple précédent, je m'étais donné le nombre 10, je crois, au départ, eh bien, il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? C'est normal. C'est normal puisque je n'ai pas demandé, en fait. Alors, je peux le faire dans la fenêtre de shell, mais c'est vraiment pas terrible. Je peux taper L pour avoir, en fait, l'affichage de la liste qui a été créée sans rien dire, en silence, par la boucle while. Hein. Mais en fait, j'aimerais bien donc voir s'afficher le résultat. Donc ici, je vais faire un print. Print, ouvrez les guillemets, liste des nombres, deux points, fermez les guillemets, virgule, grand L,
ferme la parenthèse, j'efface le shell et je relance. Votre nombre de départ, ben, je dis 10, et là je vois apparaître la liste des nombres, 5, 16, 8, 4, 2, 1, et ça s'arrête évidemment, puisqu'ensuite on aurait à l'infini 4, 2, 1, et de toute façon, d'un point de vue informatique, en fait, on a mis en fait, une condition de lecture de la boucle while, tant que le nombre qu'on est en train de regarder n'est pas égal à 1. Alors, on peut améliorer un petit peu notre programme, parce que ce qui va être important, bon, on va faire différents tests, mais ce qui peut être assez amusant, c'est de regarder quelle est l'altitude maximale, quelle est la valeur maximale atteinte par ces nombres-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut se poser cette question-là? C'est simplement parce que si on fait un test sur un autre nombre, par exemple de mémoire choc, pour 27, on a des surprises. Pour le nombre 27, j'appuie sur Entrée et vous voyez, donc avec un nombre de départ qui est extrêmement modeste, qui est 27, je vois que la suite de nombres à un moment s'affole. Ici, je suis à 200, 400, 700, 2000, 4000. Donc c'est un petit peu surprenant. 9000, c'est vraiment surprenant. Et puis au bout d'un certain temps, eh bien, les nombres globalement ont tendance à diminuer. Et je tombe sur la séquence 4, 2, 1, donc finalement sur le nombre 1. C'est ce que dit la conjecture en fait. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de localiser automatiquement, c'est de demander à notre programme de nous afficher l'altitude maximale. Alors il suffit simplement de rajouter ici L, ensuite un print, ouvrez les guillemets, altitude maximale, deux points. Voilà, virgule. Alors l'altitude maximale, c'est le maximum de la liste L. Vous avez eu l'avantage ici, hein, très important, d'avoir conservé la mémoire de tous les résultats à travers la liste grand L. C'est pour ça que j'ai créé la liste grand L en fait. Hein. Altitude maximale, c'est le nombre maximal, donc max, entre parenthèses grand L, qui nous donnera automatiquement, alors c'est vrai qu'on pourrait écrire ici une petite fonction qui détermine la valeur maximale d'une liste non vide. Bon, c'est amusant à faire, mais la commande elle existe, donc autant l'utiliser pour gagner du temps. J'efface, clear, je relance. Alors sur un exemple assez simple, par exemple sur 12, la liste est 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Comme la liste est très très courte, on voit que le maximum c'est 16, et altitude maximale c'est bien 16. Alors en fait, ce qui peut être important, c'est de comparer l'altitude maximale au nombre de départ, parce que évidemment si je me donne un nombre de départ gros, l'altitude maximale elle sera grosse aussi, ça ne veut pas dire grand chose. Ça ne veut pas dire grand chose. Ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un nombre qui est relativement modeste au départ, et pourtant une altitude maximale très grande. Alors ce qui peut être amusant, c'est en fait ce que moi j'appelle l'altitude maximale relative, c'est-à-dire l'altitude maximale divisée par le nombre de départ. Ici, le nombre de départ c'est 6, l'altitude maximale c'est 16. Bon, 6, 12, 18, c'est même pas le triple du nombre de départ, donc c'est pas si bon que ça. Alors que si on regardait, si on se rappelle un petit peu le phénomène qui s'était produit lorsqu'on se donnait un nombre de départ 27, à un moment on obtenait 9000 et quelques, c'était extrêmement surprenant. Donc pour un nombre de départ 27, une altitude maximale de 9000, c'est beaucoup plus impressionnant. Donc ce qui peut être en fait très parlant, c'est l'altitude relative. Alors pour obtenir l'altitude relative, je vais d'abord taper une bêtise, ensuite on va la corriger. Alors l'altitude maximale, tac, voilà, virgule, et l'altitude max relative, maximale relative, deux points, pas et, c'est un petit peu... point virgule, voilà, bon je sais pas trop comment le présenter, altitude maximale relative. Alors je vais taper une bêtise, en fait on va comprendre pourquoi est-ce que c'est une bêtise. Je vais taper, c'est vachement simple, c'est max de grand L divisé
par le nombre de départ, petit n. Ça ne marchera pas. Alors pourquoi ça ne marchera pas? Parce que petit n, c'est plus le nombre de départ. C'est le dernier nombre qui a été calculé, c'est-à-dire le nombre 1. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Donc il faudrait qu'on conserve la mémoire, n, et ensuite qu'on crée ici, en fait, en ligne numéro 4, donc la deuxième vraie ligne de notre code, que l'on crée en fait une mémoire qui va conserver le nombre de départ. Peut-être nombre de départ, qui est égal à petit n. Comme ça, on va modifier le petit n du début, le nombre du début, mais pas le nombre de départ. Donc dans tout le code ensuite, dans la boucle while, on modifie petit n, mais nombre de départ, il ne bougera pas, lui. Il est égal à petit n au début, mais pas ensuite. Cette ligne-là, elle est lue avant de rentrer dans la boucle while. Donc en fait, ce qui peut être intéressant, là, pour ne pas me tromper sur le nom, CTRL-C, c'est comme j'ai conservé la mémoire du nombre de départ, c'est ici de diviser max de L par le nombre de départ. Et là, si on relance, alors pour un nombre de départ, on avait pris l'exemple au départ de 10, on a la liste ici, l'altitude maximale qui est 16, et l'altitude maximale, il y a un L ici qui manque, c'est pas bien grave, l'altitude maximale relative qui est seulement 1,6. Si on regarde 16 par rapport au nombre de départ 10, c'est seulement 1,6 fois plus grand que 10. Alors je vais juste modifier l'altitude, il y a un L ici qui manque, voilà, je vais relancer. Donc on obtient ici, on a dit une latitude relative de 1,6. Je relance pour qu'on se rende compte de la beauté en fait de ce qui se passe pour le nombre 27. C'est vraiment mystérieux, quoi. 27. Une liste qui est très très longue, l'altitude maximale c'est 9000 et quelques, c'est surtout en fait moi ce qui m'intéresse, l'altitude maximale relative qui est 341,9, donc environ 342, c'est-à-dire que l'altitude maximale elle est environ non pas 1,6 fois plus grande que le nombre de départ, mais environ 342 fois plus grande que le nombre de départ, ce qui est quand même assez remarquable. Alors pour votre information, concernant la conjecture de Syracuse, on n'est pas du tout certain qu'on puisse effectivement démontrer un jour qu'elle est vraie, ou trouver un contre-exemple. Alors ça peut vous paraître un petit peu surprenant, mais au début du siècle dernier, vous avez un mathématicien qui a démontré que toute théorie mathématique qui contient l'arithmétique, donc qui contient Z, qui contient l'ensemble Z, et puis les opérations de l'ensemble Z, l'addition, la soustraction, la multiplication, toute théorie mathématique qui englobe l'ensemble Z et sa structure, forcément, cette théorie mathématique, elle sera incomplète ou contradictoire. Alors, incomplète qui signifie qu'il y a des trous dans le gruyère, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies et qui ne seront pas démontrables dans le cadre de la théorie, peut-être la conjecture de Syracuse. Dans le cadre de notre théorie mathématique, c'est peut-être l'un des trous du gruyère si notre théorie mathématique, usuelle, elle est incomplète. Sinon, c'est pire. Sinon, si la théorie n'est pas incomplète, alors forcément, elle est contradictoire. C'est-à-dire, on pourrait trouver une preuve d'un énoncé et du contraire de l'énoncé, ce qui serait relativement mathématiquement dramatique, vous en conviendrez. Alors, pour les élèves les plus curieux, le théorème qui dit que une théorie mathématique qui contient Z avec sa structure est soit incomplète, soit contradictoire, nécessairement. Ce théorème, ça s'appelle le théorème de Gödel. Le théorème de Gödel. Et vous l'étudierez, vous le démontrerez. Il y a une démonstration qui est très très belle, qui utilise la logique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, et un théorème concernant les ensembles compacts. Et la preuve en question, elle est très très belle. Elle est relativement courte, mais elle vous demande en fait de savoir ce qu'est un ensemble compact et de faire un petit peu d'études de logique pure. C'est vu après le baccalauréat, quelques années après le baccalauréat. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt.